les règles de communication en période de retrait. Donc, règles de communication, donc on a vu qu'en période de retrait, la communication continue, non seulement continue, mais elle peut s'amplifier. C'est un autre registre, donc le registre, non pas du corps, le registre des neshamot, des âmes. Donc, on continue ensemble d'une autre manière. Donc, on a vu au niveau des halachot que pendant cette période, il n'y a aucun interdit de se parler. Il faut se parler, il faut s'écouter. La seule limite, c'est éviter des paroles trop chaudes qui pourraient pousser à la faute. On a vu que donc pendant cette période, on a le droit de se faire des petits cadeaux, de se passer un petit coup de fil pour voir comment ça va. Aider à la maison, il y a pas de problème, hein, c'est comme en période habituelle. On peut se faire des petits cadeaux, votre épouse peut très bien vous préparer un bon plat, il n'y a pas de problème. On a vu, je vous ai raconté la semaine dernière l'histoire du monsieur qui n'arrivait pas à respecter l'interdit grave d'avoir des gestes tendres. Et pourquoi est-ce qu'il craquait? Parce que il enfreignait le garde-fou qui est l'interdit de regarder, d'admirer les parties du corps de son épouse qui théoriquement doivent être couvertes. Donc comme il n'arrivait pas à respecter cet interdit, résultat, boum, il craquait. Alors pour la petite anecdote, je vais rajouter un mot là-dessus parce que il y a une Gemara. La Gemara dans le Masechet Nedarim nous dit quelle est une des sanctions de celui-là qui enfreint cet interdit qui est un interdit light. Hein, c'est interdit de Rabbanan. Par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, regarder une autre femme qui est beaucoup plus grave. Donc quelqu'un qui enfreint cet interdit de pas regarder, pas admirer, la Gemara nous dit Havelo banim she'enam mehuganim. Il a des enfants ratés. Donc la Gemara nous dit un truc comme ça, c'est une petite sanction. Donc ça c'est pas très grave, hein. C'est très grave comme sanction mais pour une petite faute, donc si c'est une faute plus grave, on peut s'imaginer les dégâts que ça peut commettre. On ne transmet pas la faute des pères sur les enfants. Ah, c'est pas comme ça. On a une responsabilité par rapport à nos enfants. On a une responsabilité, c'est pas qu'on ne transmet pas. C'est nos enfants, c'est notre création à nous. Hein, c'est pas qu'on ne transmet pas. Nos enfants, en fonction de ce que on leur donnera, c'est vrai au niveau du chinour, c'est vrai au niveau de ce qui est encore avant le chinour, avant l'éducation. C'est sûr qu'on a une responsabilité. Donc ça pose la question du mamzer, etc. C'est une question sur laquelle il y a des réponses. Bon, c'est pas le sujet maintenant, donc je vais pas rentrer là-dedans. Mais donc il y a une responsabilité. On ne transmet pas la faute, mais nos enfants sont ceux qu'on leur a donnés. Donc c'est un des résultats il y a d'autres choses, d'autres sanctions comme ça. On voit dans les textes, dans Chazal, c'est sûr qu'on a une responsabilité par rapport à nos enfants. Donc là, il n'y a pas de sanction, mais un enfant, il va naître avec un potentiel plus ou moins de réussite ou de d'échec, qui dépend de ce que je vous donne un exemple. Les parents n'ont pas respecté Taharat HaMishpacha. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent les enfants? Bon, mais c'est bon. Oui, justement, mais c'est pas le résultat du fait que les parents soient comme ça à ce moment-là. C'est non pas c'est pas une sanction. Dans ce cas-là, c'est une conséquence naturelle. C'est pas une sanction. C'est ça que je comprends. Bon, vous appelez ça comme vous voulez, mais en fait, les enfants, ils ont un handicap de départ. Maintenant, il faut savoir que d'abord, la tchouva, ce qui est plus important, c'est que la tchouva permet d'effacer beaucoup de choses. Ça, il faut être conscient. Quelqu'un qui savait pas et qui savait, qui a succombé, il peut très bien faire tchouva et donc faire marche arrière et effacer. Donc, la tchouva, ça permet d'effacer, de positiver. Je veux vous dire, je connais des gens qui étaient j'ai un exemple, c'était un couple de non-religieux, mais dans le sens le plus fort du terme, ils étaient officiers dans l'armée, ils étaient dans un moshav qui est d'extrême gauche. Je veux dire, ils ont tous leurs enfants sont des enfants qui sont extraordinaires au niveau Torah. Le jeune, il connaît des centaines de pages de textes de Tota Shulchan, des textes qui sont très très denses, très très compliqués par cœur. Dans les yeshivot, c'est un des meilleurs bachurim. Et pourtant, les parents, pourquoi? Parce que la tchouva permet d'effacer. C'est ça que la permet d'effacer énormément. Voilà. Donc, on a vu aussi qu'il y a un interdit de dormir dans le même lit. Hein, peu importe qu'on ait deux parures de lit, peu importe que le bébé dorme au milieu. Donc, malgré tout, on n'a pas le droit de dormir dans le même lit. On a vu que il faut donc
non seulement éviter de dormir dans le même lit, mais le mari n'a pas le droit de dormir dans le lit de son épouse, même s'il n'est pas présente. Par contre, madame a le droit de dormir dans le lit de son mari s'il n'est pas présent. Donc s'il est présent, donc il faut pas que madame se couche dans le lit de son mari devant lui, parce que au niveau du mari, ça va très vite. Donc il y a les maris sont beaucoup plus sensibles que les femmes à certaines images. Et donc il y a un risque que le mari arrive à la faute, donc et succombe. C'est pourquoi la femme n'a pas le droit de se coucher dans le lit de son mari devant lui, mais si le mari n'est pas là, elle n'a pas de problème. Nous, par contre, on n'a pas le droit de se coucher. Les maris ont pas le droit de se coucher dans le lit de leur épouse, même si la femme n'est pas là, parce que pour le mari, même si la femme n'est pas là, le simple fait de se coucher dans le lit de son épouse, ça peut allumer déjà. Elle est pas là. Elle est pas là, mais elle va arriver. On en est déjà. On pose la question faire le lit. On va essayer de voir toutes les questions qui sont liées à la chambre à coucher. Donc, faire le lit, messieurs, il n'y a pas d'excuse. Vous avez le droit de faire le lit de votre épouse. Inversement aussi, elle a le droit de faire votre lit à une condition que le conjoint ne soit pas présent dans la chambre lorsqu'on fait le lit. Je pense à manger, c'est-à-dire par exemple, s'il y a un petit enfant, on se demande qui est à manger dans le lit de sa mère, il vient, on demande au père par exemple, qui va manger à côté pour le faire dormir. Est-ce que ça se trouve c'est interdit? C'est interdit. S'asseoir pour la chaussure par exemple. Non, mon avis de s'asseoir, même s'asseoir, l'homme doit éviter de s'asseoir. C'est un sujet Donc, maintenant, même lorsque le conjoint est présent, ce qu'il faut éviter de faire au niveau de faire le lit, c'est, si vous voulez, préparer le lit pour le coucher. L'acte, si vous voulez, qui un acte conjugal de chaleur. Changer le protège-matelas, faire un travail physique domestique, ça c'est permis, il n'y a pas d'excuse. Donc, si votre femme vous demande de l'aider ou d'enlever le protège-matelas, etc., même si elle est présente dans la chambre, elle vous expliquer comment le faire, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de le faire. Ce qu'il faut, c'est éviter de border le lit romantiquement, etc., préparer comme ça pour le coucher. Ça, il faut éviter de le faire lorsque le conjoint est présent dans la chambre. Voilà. On parlait romantiquement. Ouais. Donc, le lit en portefeuille, c'est pas ici. Voilà. Autre mesure de précaution dans la chambre à coucher, c'est le fait que lorsque on va pas dormir dans le même lit, mais non seulement il faut pas dormir dans le même lit, mais il faut séparer les lits. Il faut que les lits soient séparés. Pourquoi? Parce que si les lits même si on est lits distincts, mais ils sont accolés, ils sont proches l'un de l'autre, il y a le risque qu'on fasse des choses interdites. Et donc il faut séparer le lit. Combien est-ce qu'il faut séparer le lit? Bon, c'est pas marqué mais explicite, noir sur blanc dans le Shulchan Aruch. Si au niveau des décideurs qui sont ultérieurs, l'idéal serait donc de une amas, une coudée, 50 à 60 cm lorsque c'est possible. Si c'est pas possible, ce qu'il faut c'est surtout éviter que, si vous voulez, que les couvertures passent d'un lit à l'autre, ou que par inadvertance, donc on s'oublie pendant le sommeil, on puisse passer la main d'un lit à l'autre. Donc il faut une distance qui puisse éviter donc de faire ce genre d'acte interdit. Un mot sur c'est Parshat HaShavua. Donc j'en profite, on reparlera encore un mot sur Parshat HaShavua à la fin du cours. Il y a marqué dans Rabbeinu Bechaya. Rabbeinu Bechaya, c'est un des maîtres commentateurs sur la Torah. Il ramène, donc ici il y a marqué en fait dans Tili il y a marqué Ishtecha que Geffen Poria beyarkete betecha. Ishtecha, ta femme, que Geffen Poria, elle est comme la vigne Poria abondante, oui. Ishtecha que Geffen Poria beyarkete betecha, quand on est dans les côtés de la maison, les côtés de la maison. Banecha, tes enfants, que tous les étimes, savu le shulchanecha, tes enfants sont comme des plants d'olive autour de la table. Rabbeinu Bechaya explique que quand est-ce qu'on parle de ça, on parle lorsque la femme est interdite, lorsque la femme est nida, elle voit du sang, c'est pour ça qu'il est marqué Gefnem Puria, donc la couleur rouge du vin, du sang, et il y a marqué après Beyarkete Betecha. C'est-à-dire que lorsque ils s'écartent, lorsque le mari et la femme s'écartent, lorsque il y a cette période de nida, lorsqu'on s'écarte de son épouse,
il y a la suite, c'est, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a marqué Eshtecha. Il n'y a pas marqué Ishtecha, il y a Eshtecha qui est fait pour rien. Esh, on s'écarte du feu. Et si tu vas respecter cette règle de Ishtecha be'arkete betecha, Ishtecha, ta épouse, et tu vas vous séparer, surtout lorsqu'on va dormir, et alors le résultat sera Benecha keshtu les etim, que tes enfants seront hagunim. Là, ce qu'on a vu au début du cours. Banim shenam hagunim, les enfants ratés. Là, la contrepartie, c'est d'avoir des enfants réussis. Et il y aura aucun shemetz psoul, aucun défaut dans ces enfants. Donc ça c'est, partage à voix, celui qui fait prendre ses distances, il y a un engagement d'avoir des enfants réussis. Excusez-moi, on dit des enfants réussis, c'est-à-dire, c'est au moment où la naissance, ou alors ça peut se faire c'est un potentiel de départ de qualité. Encore une fois, la tchouva, ça permet de changer beaucoup de choses. Mais c'est un potentiel de départ. Vous savez que les enfants, il n'y a aucun enfant qui est identique. Chaque enfant, même au sein de la même famille, chaque enfant, il a au départ, il a certaines qualités, certains défauts. Au départ, oui. C'est la naissance. Oui, mais c'est des choses qui se projettent dans l'avenir. Donc en fonction de son potentiel. Non, mais est-ce que par exemple, pour des parents qui ont fait des chouvas, est-ce que oui, alors ce que je dis, ça va jouer, mais c'est sûr que la tchouva peut changer des choses. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel, hein, c'est divin. Donc comme c'est divin, c'est l'exemple de cette famille donc qui était des gens d'extrême gauche, et ils ont réussi à faire une tchouva extraordinaire, donc avoir des enfants qui sont on fait la tchouva après la naissance des enfants ou avant? C'est ça que je me demande. Oui, après la tchouva. Je parle des enfants de départ. Après la tchouva. On modifie le potentiel de ça une fois qu'il est déjà fait. Non, oui, c'est le miracle. C'est sûr qu'il y a des choses que je dis, c'est pas des choses qui sont, c'est pas la génétique. Hein, c'est divin. Il y a un aspect génétique, mais un aspect divin, donc il y a des choses qu'on peut changer. Est-ce que ça veut dire qu'en fait la tchouva fait comme les aveugles, ils ont en fait un potentiel de départ qui est raté, mais ils arrivent à exploiter les autres sens, et ça fait aussi partie du miracle. Enfin, je suis peut-être un peu trop matérialiste. Non, c'est si vous voulez, c'est pour diminuer l'aspect miracle et bon, c'est un des aspects, c'est une des possibilités. Donc je pense que lorsque les enfants voient à la maison qu'on a changé, les enfants ils sont marqués par ça. Les enfants ils savent très bien d'où on vient, et les enfants ce qu'ils voient, vous savez, l'éducation, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas dire aux enfants quoi faire, c'est montrer un exemple, et les enfants ils sont pas dupes lorsqu'ils voient qu'il y a une sincérité dans la maison, lorsque les parents ils font la Torah sans compromis de facilité, sans du judaïsme à la carte, les enfants ils suivent la route. Donc ils peuvent être partis de très loin, mais s'il y a un exemple positif devant eux, on se rattrape. Voilà, donc ça c'était par rapport à la chambre à coucher. Donc chambre à coucher, si vous voulez, donc il y a l'interdit de dormir dans le même lit, séparer les lits. Il y a ne pas se coucher dans le lit de madame, et ne pas faire préparer le lit devant son conjoint lorsque on va aller dormir. Maintenant, on a déjà parlé la semaine dernière de l'interdit de se toucher. Donc on a évoqué l'interdit très très grave qui rentre dans le cadre de Yareg et Yavor, d'avoir des contacts de tendresse. Donc c'est pas une khoumra de Rabbanan, c'est pas un garde-fou, c'est un interdit intrinsèque. Donc il y a un interdit de se toucher, même lorsque ce n'est pas un contact qui a un but de tendresse. Donc lui faire signe, attention, il y a une voiture, c'est un pikoach nefesh, je parle pas, hein, donc même lorsque on se touche, on passe dans la chambre, dans la cuisine, c'est un peu à l'étroit, on se touche, on fait pas exprès de se toucher, là aussi, il faut absolument éviter de le faire, donc même un contact qui n'est pas un contact affectueux est interdit. Et ça va tellement loin qu'il y a un interdit qui est malheureusement trop peu respecté. Alors, je vais vous dire l'interdit, et on va essayer de comprendre la beauté et la force de ces halachot. On n'a pas le droit de se transmettre un objet. C'est un interdit. Interdit, et pourquoi est-ce que cet interdit existe? De peur qu'on vienne à se toucher. Donc c'est pas un interdit intrinsèque,
Hein, donc c'est pas de la touma, c'est pas que madame est tuméa, mais c'est parce que si on va se transmettre des objets, on risque d'arriver à se toucher. Donc et c'est tellement grave de se toucher que Chazal, ils ont mis un garde-fou, ils ne transmettez pas les choses, même si l'objet il est long, même s'il est lourd. Donc la poussette Rabotai, vous la montez tout seul dans la cage d'escalier, vous ne demandez pas à votre épouse, vous êtes galant, vous ne demandez pas à votre épouse qu'elle vous aide, vous le faites vous-même. Donc même s'il y a un objet lourd, le mari doit essayer de se débrouiller seul. Maintenant Rabotai, donc c'est interdit, même si c'est un objet long. C'est interdit parce que Chazal, ils n'ont pas fait de différence. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse un instant. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident en réalisme. Permettez-moi de raconter une histoire. C'est une histoire dans le nord du pays, il y a une qui s'appelle Afula. Alors il y a un couple là-bas, c'est les Israéliens classiques. Hein, c'est les Israéliens classiques qui ont fait tchouva. Lui c'est un comptable, elle c'est une enseignante, et donc ils ont fait une tchouva magnifique. Ils n'étaient pas du tout religieux, vraiment très loin. Et aujourd'hui ils sont vraiment dans la Torah à fond. Un jour le mari m'a dit: vous savez, Rav Dreyfus, on a un problème. Nida, on respecte, mais il y a une chose que ma femme refuse de faire. C'est elle refuse de respecter cet interdit de se transmettre les choses. Et donc, même en période de Nida, elle veut pas. Alors, j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, bon, c'est parce que notre fils, ils ont un fils qui a malheureusement divorcé, il est à la maison. Et comme le fils, il sait ce que c'est Nida, si jamais on va se transmettre et ne pas se transmettre en cette période, notre fils va comprendre que je suis Nida. Voilà. Ça c'est l'argument de madame. Réponse, hein, je suis désolé de le dire de manière un peu cassante, ça tient pas debout. D'abord, le fait que quelqu'un comprenne que madame est Nida, il n'y a aucun interdit à cela. Encore une fois, c'est pas peine d'afficher, hein, donc, mais si on peut éviter de le publier, on évite, mais on n'a pas le droit d'enfreindre un interdit pour éviter que quelqu'un le sache. Maintenant, il faut comprendre, parce qu'on a parlé un peu d'enfants réussis, que c'est de l'anti-éducation. C'est pas l'éducation, c'est l'anti-éducation. Ce garçon, je l'ai un peu connu, c'est un garçon qui, lorsqu'il était marié, il connaissait les halachot, sa femme allait au mikvé, il respectait plus ou moins, il n'a pas le même niveau que ses parents, mais c'est plus ou moins Nida. Ce garçon, qu'est-ce qu'il a comme exemple à la maison? Il est pas bête, hein. Il sait que sa maman, c'est pas une grand-mère de 70 ans. Donc, qu'est-ce qu'il a? C'est un jeune, la mère, là, a 42 ans, 43 ans. Et qu'est-ce qu'il a comme exemple devant lui? Des parents qui sont soi-disant religieux, très religieux, le papa va des cours, etc. La maman aussi, elle organise des cours, ils sont très, très actifs, et ils respectent pas Nida. Ah, pourquoi? Parce qu'il sait qu'on n'a pas le droit de transmettre, et que pendant tout le mois, il faut pas être très perspicace, ils se transmettent les choses. Donc c'est de l'anti-éducation. Hein, c'est une catastrophe, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Donc c'est un exemple qui me fait mal au cœur lorsque j'en parle, mais je le parle parce que je sais que très souvent on a cette démarche, les gens vont comprendre. Il n'y a aucun interdit à ce que les gens comprennent. C'est pas un manque de décence, au contraire. Chaque fois qu'on respecte Nida, que quelqu'un va comprendre, et je vous dis encore une fois, je le répète, pas tout le monde fait attention à ce qui se passe, hein. Donc on a toujours l'impression que tout le monde est en train de nous analyser, etc., et en train de nous filmer avec la vidéo magnifique de Rabbi Shlomo. Donc non, c'est pas comme ça. Pas tout le monde est en train de nous analyser. Et donc, et même si quelqu'un va comprendre, c'est du Kiddush Shem Shamayim. C'est sanctifier le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que on publie qu'on respecte Nida, même lorsque c'est pas évident, mais lorsque c'est un peu difficile. Maintenant, j'aimerais quand même vous montrer l'aspect positif de la chose. On a parlé la semaine dernière que les femmes ont besoin de tendresse. Rabotai, les hommes aussi ont besoin de tendresse. Très souvent, les femmes disent on a besoin de tendresse, les hommes aussi. Alors, la beauté de Nida, la beauté de ces règles de communication en période de retrait, c'est une force, une puissance dans le vécu quotidien d'un couple. Pourquoi? Vous savez qu'il y a certains couples, pour communiquer, pour qu'il y ait une communication, pour montrer qu'il y a de l'amour entre eux, ils doivent aller jusqu'au bout. Et s'ils ne vont pas jusqu'au bout, on sent plus rien. Tout ce qui n'est pas jusqu'au bout, le rapport, c'est devenu machinal, et ça n'a plus aucun sens. C'est la routine, encore une fois. Dans la Torah, quelqu'un qui respecte donc Nida comme il faut, le fait qu'il y ait une période de transition, une période où des gestes qui a priori sont des gestes anodins, je ne parle pas de caresses,
Je parle de geste anodin, se transmettre un objet. Le fait que c'est interdit dans certaines périodes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que après le mikvé, ce geste, il prend une force extraordinaire. Parce que c'est pas un acte anodin, c'est un acte de tendresse. Le fait qu'on l'a pas fait, que lorsqu'on a dû se transmettre un stylo, on l'a posé sur la table et madame l'a pris, lorsqu'on se le transmet après le mikvé, chacun de ces gestes, ces gestes, a priori qui n'ont aucune signification, est un acte de tendresse, est un acte qui rapproche le couple. Ça a un sens, le fait que ce soit interdit, que c'est permis, ça positif, ça donne un sens à des actes qui sont des actes minuscules et qui remplissent notre vie. Alors, le fait que s'embrasser, c'est interdit dans une certaine période. C'est les couples qui s'embrassent systématiquement, bon, le matin en quittant, en entrant à la maison, ça n'a plus aucun sens. Le fait que ça soit interdit pendant une certaine période. Et qu'on se retienne, parce que c'est interdit, c'est un délit grave, on a dit la semaine dernière. Le fait qu'on se retienne, lorsqu'on se retrouve, ça veut dire que c'est quelque chose, il y a un renouveau. Donc, on reste pas tout le temps sur j'étais une fois à Aix-les-Bains. Je sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Il y a un couple qui est venu me voir. Il dit, Rav Dreyfus, on a un problème avec le Rav local. Bon. Parfois, on arrive, vous savez, on entend tous les lachonara. Bon, vous savez, un Rav, il n'a pas d'intérêt d'entendre le lachonara. C'est toujours délicat. Bon. Bon, mais je suis pas arrivé à les arrêter. Notre Rav, chaque fois, il nous permet. J'ai pas compris. Il dit, oui. C'est un couple qui avait fait tchouva un peu sur le tard. Et donc, la femme n'était jamais l'opposé. Et chaque fois, elle allait chez le Rav pour, j'ai vu quelque chose, vous pouvez pas m'interdire, j'aimerais tellement retourner au mikvé. On dit, Rav Dreyfus, vous me donnez des bras, vous pouvez pas une fois nous interdire pour qu'on puisse retourner au mikvé? Il faut savoir, donc, cette période de retrait, cette période où on prend une distance physique, ça permet d'arrêter cette lassitude, c'est d'arrêter le train-train, et ça permet de positiver, d'apprendre à apprécier des gestes qui sont des gestes anodins. Donc pour communiquer, pour faire sentir quelque chose, donc il suffit parfois de transmettre un objet, il suffit de très peu. Pourquoi? Parce que comme c'est interdit, ça veut dire que cet acte, c'est un acte qui a un sens, c'est un acte qui apporte en lui quelque chose. On va dire de se regarder pendant le nida, après quand on se fait permis, c'est des regards. Où poser la limite? C'est Chazal. Chazal, Brouar Kotcham, Chazal qui avait une sagesse extraordinaire, il sait exactement où poser la limite, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Alors je profite de cette question parce qu'il faut savoir, pardon? Il faut savoir que c'est marqué dans le Sefer Chinour, dans un des Rishonim, qu'il y a ici des garde-fous. Maintenant, ces garde-fous, c'est ce qui est interdit au niveau de la halakha. Mais si quelqu'un y ressent que certains actes, même s'ils sont pas légiférés noir sur blanc, Shulchan Aruch, ils risquent de poser problème. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que le mari, il a une certaine sensibilité, certaines choses risquent de le pousser à la faute, mais que ça soit pas stipulé noir sur blanc, que c'est interdit, il y a un minimum de bon sens que cet acte, ce geste, cette position, si elle risque de poser problème, on l'évite. Donc il y a la halakha, il y a, si vous voulez, le liftim shotadin, il y a, en deçà de la halakha, il faut essayer d'éviter les gestes, les actes qui peuvent poser problème. Voilà. Donc on a vu l'interdit de se toucher, on a vu l'interdit de se transmettre des objets. On va maintenant passer, oui. Transmettre des objets à quelqu'un d'autre que sa femme. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdit. Et il y a pas pourquoi? On voit que certaines choses ont été interdites. Oui, une femme nida. Oui, une femme nida. Une femme nida, on sait que c'est une jeune fille qui est pas mariée, donc elle est forcément nida, elle n'était pas mikvé. Donc la caissière dans l'épicerie, vous avez le droit de lui transmettre un paquet de riz. Il n'y a pas de problème. C'est pas de la touma. Mais bon, c'est une question. C'est Toby, il est là. C'est une bonne question. La question. Non, en fait, l'interdit de nida, c'est un interdit intrinsèque. Non, c'est intrinsèque. Donc, il y a certaines mesures. Parce que la question, si elle est interdite que pour nous, notre femme. Oui. Non, il y a certaines mesures, parce que il y a on va en parler maintenant. On va en parler maintenant lorsqu'on va passer à un repas, au repas. Il y a certaines mesures qui sont prises exclusivement dans le couple. Pourquoi? Parce que, au sein du couple, il y a un risque de débordement, il y a un risque qu'on fasse des choses interdites. Ce risque, il est moins présent avec une femme étrangère.
Alors c'est vrai, tout ce qu'on a dit, c'est vrai aussi au niveau donc des repas. Donc on va certaines mesures qui sont liées lors du repas et lors des aliments. Donc on va avoir différentes mesures. Et pourquoi de nouveau? Parce que le repas, Rabotai, c'est pas un moment où on mange. C'est pas le repas, oui, c'est pas un moment où on mange. C'est un moment où on se retrouve et on mange. Donc il faut savoir que c'est un moment, donc pour le couple, c'est un moment important. Dans une société où on court sans arrêt, hein, il faut apprendre. Et de nouveau là, ces lois de Nida, avec ces garde-fous qui sont imposés, viennent nous montrer que si un garde-fou, c'est-à-dire que c'est pas il faut manger, alors on le fait, mais le moment du repas est un moment où on communique. Un moment où on communique, où on se retrouve. Donc, non, vous voulez pas, je peux pas me retenir, je vais raconter encore une histoire. Mais, un couple parisien, là, c'est les Français. À Paris, par là. Ils ont pas encore eu le mérite de faire leur alia. Il y en a beaucoup comme ça, vous allez voir. À Paris. Donc, bon, dimanche après-midi, vous savez, dimanche après-midi, là, tout le monde est là. Bon, on prend le repas en famille. Et là, donc il y a le papa, la maman, et les enfants à table. Et silence imposé aux enfants. Pas un mot. Tu ne manges pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait, en dehors de moi-même, des invités. Dans le salle à manger de ce couple, il y avait des invités. Donc, pendant le repas, il y avait des invités. Bon, ça peut arriver, on peut avoir des invités. Non, ces invités étaient un peu bizarres. Pourquoi ils étaient un peu bizarres? Je veux dire pourquoi? Parce que dans le salon, devant tout le monde, devant le papa, la maman, devant les enfants, tout d'un coup, ils se sont levés, les invités, et ils ont commencé des effusions, et ils ont commencé en public comme ça à se déshabiller. Oui, dans le salon, à se déshabiller devant tout le monde. Et à un moment, bon. Je suis arrivé à la dernière minute, vous allez comprendre. Alors là, et en plus, à un moment, le fiston voulait dire quelque chose à son papa, il y a silence de mort. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont compris que les invités, c'était la télévision. Ah oui, la télévision, c'est on a le droit de parler, hein, il y a un film, et on peut voir les choses les plus indécentes, devant tout le monde, pendant le repas. Bon. Alors je parle du repas parce que c'est tellement, la radio, la télé, etc. Je parle pas au niveau de la halakha, je parle pas au niveau de la Torah, je parle au niveau du bon sens. Donc, c'est une source de pollution. Hein, pourquoi est-ce qu'on se retrouve pas? Parce qu'il faut écouter des informations pendant le repas. Qui a dit qu'il faut écouter des informations pendant le repas? Je peux vous garantir une chose, écoutez moins les informations, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous et votre famille. Donc, le journal, ça se lit pas pendant le repas. C'est évident. Mais justement, le fait de respecter les règles, se rendre compte que le repas, c'est un moment important. Un moment où il y a un risque de franchir, de faire des bêtises. Donc ça veut dire que c'est un moment important, d'un moment où on se consacre à son conjoint. On est là pour être ensemble, pas seulement pour manger, mais pour communiquer. Alors comme c'est un moment de communication, il y a certaines règles. Une première règle, lorsque on prend un repas en tête à tête, et même dans certains cas, lorsqu'il y a des personnes présentes à table, et que il y a le statut de Nida, il faut mettre un pense intelligent sur la table. Un pense bête, c'est quoi? C'est un signe de rappel. Un signe de rappel. Alors, ça pas pour justement que le mari et la femme se rappellent. Il y a l'état de Nida, donc bien que c'est un moment on se retrouve, on garde une certaine limite au niveau des contacts physiques. Donc, les contacts physiques sont interdits. Le fait qu'on se rapproche par un repas, malgré tout, alors, ça n'a pas besoin d'être un triangle de présignalisation, vous savez, avec des voyants rouges, danger, travaux, etc. Non, c'est danger, pardon, Nida. Non, vous pouvez très bien mettre un stylo sur la table. Hein. Ça peut être quelque chose d'esthétique. Vous pouvez mettre un petit vase sur la table. Ça peut être une bouteille d'orangina que vous ne voulez pas boire. Donc, tout ça, quelque chose qui ne sert pas pendant le repas, peut servir si vous voulez, de garde-fou, de rappel,
il faut faire attention. Donc, encore une fois, ça peut être quelque chose de discret, ça peut être s'afficher, donc, mais c'est un signe entre les conjoints font entre eux pour éviter, donc, de faire des choses interdites. Il n'y a pas besoin d'être entre les deux, il suffit que ce soit sur la table, donc, pour, rappeler au couple qu'il y a certaines distances qu'il faut respecter parce qu'il est adnida. Donc ça c'est le première mesure de distance qu'il faut prendre. Deuxième mesure à Botaï. Et là, je vais me régaler. Hein. C'est une halakha que j'aime enseigner parce que elle permet d'enlever certaines, là de nouveau certains tabous. Il y a un interdit à Botaï de terminer les restes de madame. Je répète, il y a un interdit pour le mari de terminer les restes de madame. Alors c'est un interdit qui est à sens unique. Nous les hommes n'avons pas le droit de terminer les restes de madame. Par contre, inversement, madame a le droit de terminer les restes de monsieur. Alors il y en a tout de suite qui vont vous dire, ils vont vous afficher Touma. Pourquoi est-ce que nous, si madame a commencé un café au lait, on n'a pas le droit de le terminer parce que si elle a commencé à le boire et qu'après je vais le boire, c'est de la Touma. Vous connaissez vous allez voir que c'est une erreur gigantesque. D'abord, le pourquoi de cet interdit. Le pourquoi de cet interdit est très simple. Voilà, j'aime beaucoup M. Belaïch. J'apprécie beaucoup. Mais même j'apprécie beaucoup, je n'irai pas boire de son verre. Même entre bons amis, on ne boit pas du même verre. Ça se fait pas. Par contre, dans un couple, c'est un acte qui est à la limite de l'anodin. C'est parce que on est mariés ensemble, on vit ensemble, il n'y a pas de problème de terminer le verre de son épouse. Alors, comme il n'y a pas de problème de terminer le verre de son épouse, c'est-à-dire que c'est un acte qui est un acte de convivialité, de rapprochement dans le couple, Chazal, on dit ne le fait pas en période interdite. Pourquoi? De nouveau, parce que le mari, il va terminer le verre de son épouse, ça risque de nouveau de provoquer chez lui certaines choses, parce que c'est un acte, encore une fois, c'est un acte qu'on fait seulement entre personnes qui sont très très proches, pas seulement très proches amicalement, mais très proches conjugalement. Maintenant, il y a trois choses qui sont permises lorsque je vous raconte ça avec une anecdote. Vous êtes allé vous promener. Bon, et le mari, un peu radin, il a acheté une seule canette. Bon. Mais il est non seulement radin, mais il est galant. Alors il dit à sa femme, Bechavod, tu bois en premier. Madame a bu. Ah, maintenant, le mari, il peut pas continuer à boire. Ah, il a soif, c'est interdit par le règlement. Pourquoi? Parce que, de nouveau, boire de la même canette, ça, c'est un acte entre dans le couple, donc. Alors, quelles sont les possibilités, malgré tout, monsieur a soif, de boire quand même? Première possibilité, très bien, bienvenue. Ah, Khazak. Première possibilité, si on prend la canette et on verse le contenu dans un verre, le mari a le droit de boire. L'interdit, c'est seulement de boire dans le premier récipient. À la limite, il tient à boire dans une canette parce que ça fait cool. Il peut reverser du verre dans la canette. C'est seulement lorsqu'on boit directement dans la canette qu'il y a un interdit. C'est là qu'il y a l'association forte. Une fois que le liquide a été passé dans un autre contenant, il n'y a pas de problème. Alors vous allez me dire, si c'est de la touma, c'est pas parce qu'on a transvasé le contenu dans un verre que la touma s'est envolée. Hein, si l'aliment, le liquide en question, il est tamé, c'est bon. J'en passe. Deuxième facilité. Vous êtes allé vous promener et il y a avec vous votre fiston. Donc, il suffit de donner à boire un petit peu de la canette à votre fiston pour que vous, les maris, pouvez terminer le reste de madame. Pardon? Ah oui, elle est familiale. Ouais. Ça peut toujours embouter les dos, hein. Ouais. Donc, encore une fois, c'est à partir du moment où une tierce personne a bu du liquide, donc le mari peut terminer. De nouveau, vous allez me dire comment la touma elle s'est envolée parce que le bambin il a bu un peu du cola, ça tient pas debout. Troisième possibilité, si madame, vous êtes dans la salle à manger, madame s'est préparé un jus de fruits. Bon, et maintenant, madame a commencé à le boire, vous n'avez pas le terminer. Madame est allée à la cuisine. Elle voulait lui faire une surprise. C'est l'excuse que certains maris ont lorsqu'ils ont très soif et qu'ils ont envie de boire le verre de madame.
Vous voulez boire son jus de fruits vous lui faites un petit coup lorsqu'elle est dans la cuisine, vous avez le droit de le faire. C'est-à-dire qu'on a le droit de terminer le reste de madame lorsque madame n'est pas présente. L'interdit de terminer les restes, c'est seulement lorsqu'il y a à la fois les restes dans le liquide originel, que personne n'a bu entre, et que madame est présente. Si madame n'est pas présente, il n'y a pas d'interdit. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a le risque de mauvaise pensée, c'est seulement lorsque madame est présente. Bon. Alors si c'est de la touma, je comprends pas comment la touma s'envole si madame va exercer à la cuisine. Donc, autre cas de figure. Par exemple, si on est dans une voiture, arrêter la voiture et sortir de la voiture pour voir la planète, c'est déjà hors de la présence. Bon, je vais pas commencer je donne des grandes lignes, je vais pas fignoler, parce que bon, c'est une bonne question, mais on peut, si vous voulez, ce cours que je suis en train de faire, et je vous remercie de votre indulgence, on pourrait rentrer dans les détails des millions de situations. Je veux pas, il y a une marge d'appréciation il y a des choses, il y a une question de bon sens. Je donne un exemple. J'ai dit qu'il ne faut pas se toucher. Il faut pas non plus être ce qu'on appelle dans la Torah le chassid choté. On va avoir de se toucher, mais si madame est tombée par terre, donc on va pas la laisser par terre, attendre qu'une ambulance vienne pour la ramasser. Vous avez le droit de l'aider à se lever. Tant que faire se peut, il faut essayer d'éviter le contact physique. Si vous pouvez l'aider à se lever en la prenant par le manche, pas à travers un habit, c'est mieux. Mais donc il y a une question de bon sens dans sa halachot aussi. Voilà. Donc je reviens à la question des résidus. Vous rentrez du travail, autre cas de figure, et vous avez soif. Il fait chaud. Sur la table ou sur le plan de travail, il y a un verre de boisson fraîche. Madame sait qu'elle a déjà goûté de ce verre de boisson. Vous ne le savez pas. Est-ce qu'elle doit vous dire « Bah les pattes, c'est à moi ». Non. Tant que vous ne savez pas que c'est son verre à elle, il n'y a pas d'interdit. L'interdit, il existe seulement si le mari sait que c'est le reste de son épouse. Si le mari ne le sait pas, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui se passe si madame a commencé un verre avant de devenir Nida et est devenue Nida en attendant, vous n'avez pas le droit de terminer le verre. Inversement, madame s'est préparée une bonne boisson, je sais pas, un verre de boisson alcoolisée, elle a commencé à le boire avant d'aller au mikvé, et elle revient du mikvé, il y a toujours le verre, personne n'y a touché, vous êtes retenu, elle revient du mikvé, donc il y a un reste de whisky dans un petit verre, et madame, et vous avez envie de terminer, madame est revenue du mikvé, bien qu'elle ait commencé avant le mikvé, donc, vous avez le droit de terminer, parce qu'elle est plus Nida. Alors, si c'était de la Touma, le whisky, il n'est pas allé au mikvé. Voilà. Donc, ça, c'est les règles des résidus alimentaires. J'en profite donc pour régler les comptes avec les personnes qui croient que Nida c'est la Touma. Donc, il y a un interdit, mais ça n'a rien à voir avec la Touma. C'est pour éviter qu'on fasse des choses interdites. Oui. Non, c'est une question plus générale, mais il y a des femmes qui ne sont pas réglées régulièrement comme ça. Si ça dure des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut arriver. Eh oui. Bon, alors il faut m'appeler. Non, c'est Au bout de 2 mois. avant. Non, c'est bon. Vous faites partie du corps médical, mais donc vous savez qu'il y a des solutions, médicalement, et je l'ai déjà dit, je vous le répète. Ma femme a chez elle à la maison donc un centre de conseil gratuit, donc un gmar, pour justement régler certains problèmes comme ça de règles trop longues ou de tâches qui surviennent à l'improviste à de mauvais moments. Donc il y a des trucs avec des plantes, c'est pas vraiment de l'homéopathie, c'est des recettes de grand-mère, mais qui sont parfois très très efficaces. Donc il y a des choses comme ça qu'on a un répertoire avec différents problèmes. Donc si vraiment ça peut exister ce genre de problème. Donc on prend conseil avec quelqu'un qui s'y connaît. Il y a des solutions. Je dis pas ça marche pas toujours, mais ça vaut la peine d'essayer. Durant le repas, la femme peut servir l'homme. On y arrive. Très bonne question. Donc au niveau du repas, donc il y a encore avant d'y arriver, il y a une autre règle. Il faut pas consommer directement de la même assiette. Donc il y a la règle des résidus, c'est une règle. Il y a le reste de consommer directement dans la même assiette. Donc c'est-à-dire que je donne un exemple. Oui, vous mangez pas de la même assiette. Donc
vous avez un plat qui a été servi, il faut pas manger de la même assiette. Donc on peut se servir du plat central dans 2 assiettes distinctes, mais on ne mange pas directement de la même assiette. Parce que de nouveau, c'est un acte de convivialité, c'est un acte de proximité conjugale, donc on ne le fait pas. Et dit la femme, elle peut prendre cette Non, ça, là c'est la femme doit terminer le reste, mais le couple n'a pas le droit de manger dans les mêmes dans les voilà. Maintenant, la question qui était posée, servir son conjoint. Servir son conjoint, même préparer une bonne boisson à son conjoint, ça pose un problème de nouveau, parce que c'est de nouveau un acte de rapprochement. Donc, il faut pas le faire. Préparer un verre, il faut pas le faire devant le conjoint. Donc, rajoutez, vous avez préparé, pour revenir au whisky, donc rajoutez un citron ou rajoutez un glaçon dedans. Il faut pas le faire devant son conjoint. Donc, on peut le faire, mais pas devant le conjoint. Lorsque on sert le conjoint, pour revenir à la question de Rabbi Shlomo, lorsqu'on sert le conjoint, il faut faire un chinouille. Un chinouille, c'est de nouveau faire une petite, un petit rappel, si vous voulez, pour que cet acte, qui peut être un acte de rapprochement, ne pousse pas à la faute. Donc, lorsqu'on sert, il fait un petit chinouille. Alors, je prends un exemple. Vous allez donner le verre de whisky à votre épouse. Vous ne le posez pas directement devant elle, mais vous le posez un peu à distance. Alors, on va y arriver. Donc, on pose le verre de whisky, non pas devant elle, mais à distance. Si vous avez l'habitude de le servir avec la main droite, si vous servez avec la main gauche, c'est un chinouille qui suffit. Donc, quelqu'un qui a l'habitude, très souvent, dans les règles du savoir-vivre, on sert quelqu'un avec la main droite. Hein, le servir avec la main gauche, c'est déjà quelque chose qui permet de servir normalement. Alors vous pouvez poser le verre de whisky devant madame. Voilà, donc ça c'est pour par rapport au service dans la salle à manger, dans la cuisine. On a plus ou moins terminé avec le registre alimentaire. J'aimerais dire un mot sur il y a certaines halakhot qui sont ramenées par le Rama et que le Shulchan Aruch ne ramène pas. Donc au niveau des Sfaradim, il y en a qui respectent ces halakhot, il y en a qui respectent pas ces halakhot. Donc il faut pas, d'après il est marqué dans le Rama qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur un même balancelle, par exemple, s'asseoir donc sur un banc. Si c'est un banc fixe, il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit quelque chose qui soit relativement mobile. Donc, donne l'exemple, ça s'appelle une balancelle, non? Ouais. Donc, ou un canapé qui est light. Lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on est assis, chacun ressent le mouvement de l'autre. Donc, il faut pas le faire. Autre mesure qui est ramenée dans le Rama, donc les Ashkenazim sont liés par ça, les Sfaradim, pas tout le monde respecte ces mesures, c'est faire un voyage de plaisir, une excursion de plaisir. Donc partir en vacances, il n'y a pas de problème, mais faire une promenade de plaisir isolée, aller faire en jeune couple comme ça dans le Golan, sans qu'il y ait d'autres personnes avec, donc d'après leurs mains, il faut pas le faire. Non, si vous allez en vacances, il n'y a pas de problème. Si vous allez rendre visite à un ami, et non plus pas de problème. C'est seulement lorsque tout le voyage a un but exclusivement de promenade plaisir. Donc, pardon? Vous avez parlé d'un dîner en tête-à-tête, il faut éviter aussi? Non, le dîner en tête-à-tête, il n'y a aucun problème. Sachant qu'il faut mettre le garde-fou devant soi. Et donc, je répète, parce que j'ai posé la question, donc, s'il y a d'autres personnes à table, donc, il est bien, malgré tout, de mettre le garde-fou. Maintenant, si ces autres personnes séparent l'homme et la femme, donc là c'est pas nécessaire. Un dîner en tête-à-tête, bon, je parlais dans un restaurant. Il n'y a aucun problème. C'est un acte un peu. Malgré tout, il n'y a pas de problème. Il y a le garde-fou qui sert de. Voilà, donc. C'est un canapé, ça m'a poussé entre nous, c'est un canapé. Non, c'est bon, ça. J'ai oublié de vous dire le kidouche. J'ai parlé du verre, le kidouche. Donc, au lieu du kidouche, là aussi,
transmettre à son épouse directement le verre de kidouche, on a bu de la coupe de kidouche, lui transmet directement, même sur on n'a pas envie de transmettre dans sa main, mais le poser dans elle, il faut pas le faire. De nouveau, si on le met un peu à distance, c'est permis. Ou on peut aussi, s'il y a des petits verres, il y a des familles dans lesquelles il y a des petits verres de kidouche, donc il n'y a pas le verre de madame, on verse le mari, après le kidouche, il verse dans des petits verres qui sont anonymes, madame peut servir, il n'y a pas de problème. On peut aussi très bien, si vous voulez, entraîner les enfants un peu à Nida sans dire un mot. Dans beaucoup de familles, vous savez que lorsqu'il y a beaucoup d'enfants, le mari est assis à un bout de la table, la femme à l'autre bout de la table. Lorsque la femme n'est pas Nida, le mari après le kidouche, il se lève, il amène la coupe à son épouse. Lorsqu'elle est Nida, le mari pose la table, la coupe sur la table, et les enfants, ils ont appris que eux, ils doivent amener le verre à madame. Parce que le mari n'a non plus pas le droit d'envoyer le verre. Sur le chaguer, pas de dire Yankee ou Béni, tu prends le verre à maman, tu mets le verre à maman. Madame a le droit de faire un signe, elle n'a pas de parler parce qu'elle n'a pas encore bu, elle va de faire un signe à son fiston, amène-moi le verre, mais le mari n'a pas le droit de dire au fiston, amène le verre à maman, parce que ça, c'est de nouveau, c'est un acte de convivialité, un acte de rapprochement, on n'envoie pas un verre à son épouse. Il y a marqué sur le chaguer, on n'a pas le droit d'envoyer. Je lui pose à le prendre. Oui. C'est pas lui envoyer. Ou lui dire à mon fils, s'il te plaît, amène-lui. Oui. Je vois pas où est la différence entre je te pose et tu viens le prendre et vas-y, lui amener. Il y a ici, vous allez réfléchir, parce que il y a ici, tu donnes ça à maman. Il y a ici quelque chose. Ouais. Alors, lorsqu'on pose à une distance, c'est un chinois. C'est une coula, je vous franchement, poser à distance, c'est une coula. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Moi, je vous le permets. On dit que même poser à distance, faut pas le faire. Donc, pour revenir à votre remarque, donc, il y en a qui, vous savez, j'aime permettre. Donc, on peut poser à distance le verre de kidouche, mais il faut savoir que c'est, voilà. Un mot encore, lorsqu'il y a un doute si Madame Nida ou pas, elle a vu une tâche, on n'a pas encore consulté le Rav, il faut prendre, tant qu'on n'a pas de réponse, il faut se séparer. Dans le doute, on doit s'abstenir. Si Madame a eu ses règles, elle doit bien entendu faire le mari avait à la maison, elle doit lui faire un petit signe, mais s'il y a du monde, lui faire un petit signe pour qu'il comprenne que il faut commencer à respecter donc ce mode de communication. On passe à pardon? C'est touché. Voilà. Poser le verre de kidouche, c'est uniquement pour le verre de kidouche, pour tout élément. Non, c'est pour le verre de. Bon, je veux pas rentrer trop dans les détails. Je parle des cas les plus fréquents. Le motif, c'est la même chose? Non, il n'y a aucun problème. Voilà. Dernier détail, en cas de maladie d'un des membres du couple. En cas de maladie bon, il y a encore la salle de bain, un mot sur la salle de bain, donc on n'a pas le droit c'est peu fréquent, moi j'en parle, je dis quand même, on n'a pas le droit de préparer le bain du conjoint en sa présence. Donc faire couler l'eau pour le conjoint lorsque le conjoint est présent, il ne faut pas le faire. C'est à double tranchant, excusez-moi du terme, c'est dans les deux sens. Préparer l'eau pour une tiret yadayim à votre épouse, vous avez le droit de le faire. Donc c'est passé Rita Shel Mitzvah, donc on prépare pas l'eau pour faire la toilette à son conjoint en période de Nida. Voilà, on a oui, en cas de maladie. Bon, en cas de maladie, il faut savoir qu'il y a certaines facilités. Donc certaines de ces mesures qui s'effacent. Le qui quoi donc, comme c'est un peu complexe et que je vous souhaite d'avoir une bonne santé, faut acheter déjà avoir le problème. Donc j'espère que donc ça s'appliquera jamais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vraiment le cas se présente, il faut peser la chez la Rav. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les facilités qu'on accorde lorsque madame est malade ou lorsque monsieur est malade. Lorsque madame est malade, on accorde un peu moins de facilité que lorsque le mari est malade. Lorsque le mari est malade, il y a plus de facilité. Pourquoi? C'est très simple. Parce que lorsque le mari est malade, il n'y a pas de risque de risque grave d'erreur. Par contre, lorsque madame est malade, allez, quand même, c'est pas si grave que ça. Bon. Donc, il y a de nouveau le mari qui risque de pousser à la faute. Donc, il y a des différences. Donc, tout ça, c'est chez la Tracham, on pose chez la Arabe. Il faut aussi savoir ce qui rentre dans le cadre de maladie. Hein, c'est pas parce qu'on a le pied dans le plâtre,
qu'on s'appelle malade. Hein, c'est très gênant, c'est ennuyeux, mais le mari, il n'est pas, au niveau de son corps, il n'est pas malade. Hein, le pied est en plâtre, mais il n'est pas. Donc, ça, ce qui s'appelle une maladie. Donc, tous ces cas, c'est des cas d'espèce qu'il faut poser au cas par cas lorsque le cas se présente. Voilà. Donc, excusez-moi, dans des périodes difficiles, par exemple, je sais pas, dans une période où la femme a besoin de consolation, ou une période de deuil, ou des choses comme ça, c'est pareil. C'est pareil. C'est une bonne question. Là aussi, il faut apprendre à passer au registre parole. Donc on se parle, on s'écoute, et on apprend. C'est une chose que nous les hommes, on doit absolument apprendre, que une femme, ce qu'elle a besoin avant tout, c'est de l'attention. C'est de l'attention. Et notre problème à nous les hommes, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre dans la peau d'une femme. Et là, c'est un effort qu'on doit faire. J'aime raconter toujours cette anecdote. Vous avez acheté un nouveau pantalon. Vous arrivez au travail. Vous attendez de vos collègues une petite remarque. Ah, il est chouette ton pantalon. Bon. Elle est arrivée. Une demi-heure après, votre collègue dit, ah, il est beau ton pantalon. Ah, mais tu me l'as déjà dit. Bon. Une heure après, ah, il est beau ton pantalon. Mais tu te répètes, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, un homme a besoin d'attention d'un petit peu. Une femme, elle est belle ta robe. Ah ouais, elle est belle, oui. Une heure après, ah, elle est chouette. Ah ouais, ah, elle est belle. 2 heures après, ah, une femme a besoin d'attention. Elle fonctionne pas comme nous les hommes. Et ça, c'est indispensable que les hommes comprennent. Hein. Pour communiquer dans le couple, il faut se mettre à la place de l'autre. Non pas fonctionner avec notre tête d'homme, mais se mettre à la place de madame pour donner ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà. Pour